Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Alors. Coucou Florine, je suis trop contente de t'accueillir dans mon podcast. Tu es ma toute première invitée. J'espère que tu vas bien et que voilà, l'accueil n'a pas été trop secouant pour toi. Écoute, je suis trop contente d'être là. Vraiment, on se connaît depuis presque un an et demi. Donc, trop contente de pouvoir être ta première invitée. Trop d'honneur. Moi, je suis trop contente. En plus, pour la petite histoire, je vais laisser Florine se présenter après. Mais moi, la première fois que je me suis abonnée à Florine, je pense que tu avais genre 95 abonnés ou un truc comme ça. Je t'avais trouvé grâce au hashtag. Et je me disais, non, mais cette personne, elle pèse dans le game. Genre, tous ses posts, et elle n'a pas changé en fait depuis. Tous ses posts, il tapait droit dans le mille et dénonçait quelque chose. Ou en tout cas, il faisait ouvrir grand les yeux. Et c'est pour ça que je suis trop contente de t'accueillir. Et puis, c'est devenu une vraie amie aussi au fil des mois. Donc, voilà, je te laisse te présenter, Miss Florine. Alors, déjà, je m'appelle Florine. Moi, j'ai 24 ans. Ça fait bientôt 2 ans que je vais fêter du coup mes 2 années d'entrepreneuriat. J'ai commencé par être copywriter freelance. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Et d'ailleurs, Sarah, elle a été une de mes clientes pendant bien 8 mois de collaboration, c'est presque un an. Ouais. Et maintenant, je suis mentor en copywriting, donc c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à avoir une communication percutante. Voilà un peu pour ma présentation. Et puis, j'aime bien dire, parce qu'une fois, on m'a dit, Florine, tu es une claque vivante. Donc, je suis une claque vivante, apparemment. Je suis connue pour mon franc-parler et mon côté cash. Ok, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder les masterclass de Florine, allez-y, inscrivez-vous à la prochaine parce que ça vaut le détour. Et j'en parlais tout à l'heure, je disais que je t'avais suivi depuis tes débuts et moi j'adore la personne que tu es, tu le sais très bien. Mais toi, quand tu t'es lancée au début, quand tu as dû parler justement à une petite communauté, que tu as dû commencer à faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, du coup, tu as dû aussi, je pense, avoir le même syndrome que tout le monde, je parle peut-être dans le vide ou j'ai peur de ne pas trouver assez de clients, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a permis en fait de te lancer à ton compte dans l'entrepreneuriat et finalement de persévérer pour être la personne que tu es aujourd'hui? Yes, je me rappelle de mes premiers débuts sur Instagram. Vraiment, ma première story, j'étais là, je prends mon téléphone et j'ai dit bonjour à mes 0 abonnés. Tu vois. Moi, je me lançais direct dans le bain. J'ai fait ma première story facecam. Il n'y avait personne qui me suivait. Donc, ouais, c'est sûr qu'au début sur Instagram, tu vois, tu as un peu l'impression de parler tout seul. Ton nombre d'abonnés, au début, il a un peu de mal à décoller. Mais ce qui m'a poussée à persévérer, c'est vraiment en fait, de me dire j'ai envie d'être entrepreneur. J'ai envie de faire en sorte que Instagram soit mon canal principal d'acquisition. Vas-y, go, quoi. J'y vais à fond. Et puis, je pense aussi que j'ai peut-être pas eu cette traversée du désert, tu sais, où tu as vraiment l'impression de parler à un mur pendant longtemps, vu que j'ai été très cash et authentique dès le début. Donc, j'avais pas mal d'engagement sur Instagram, même quand j'avais une petite communauté. Donc, je pense que c'est ça qui a aidé. C'est vraiment, je sentais que mon contenu plaisait aux gens et que mon message percutait aux bonnes personnes. Donc, j'ai persévéré. Et puis, maintenant, c'est une communauté qui est plutôt grande. Bah oui, et tu le mérites amplement. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi que tu t'es pas limité à Instagram aussi quand tu t'es lancé, c'est que tu as tout de suite mis en place ta propre stratégie d'emailing
pour créer le lien avec une audience. Et moi, j'avais l'impression d'être la meilleure pote de Florine, en fait. Par mail, tu reçois les meilleurs potins, tu as l'impression d'être avec elle et de faire partie de sa liste privée, quoi. Ouais, c'est le but vraiment je voulais que Instagram soit le début de mon canal et puis ensuite je voulais que les gens ils viennent dans mes emails parce que c'est là où je m'éclate le plus. Et puis sur Instagram, c'est bien, mais on peut pas pousser aussi loin que dans des emails, quoi. Bah, ça, c'est super. Et je pense que ça a été du coup l'un des premiers challenges que tu as dû porter. Ça a été peut-être de développer ta communauté aussi et ta communauté surtout privée par email. Et puis, du coup, quels sont tes challenges aujourd'hui en tant qu'entrepreneur qui a fait bientôt 2 ans dans ce chemin de l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, mes challenges, je pense que c'est vraiment de créer plus d'automatisation. C'est vrai que je vends des produits, je fonctionne par lancement, mais c'est vrai que j'aimerais plus aller vers de l'evergreen. Je pense que c'est vraiment ça mon challenge en ce moment, et de pouvoir avoir des process clairs de vente et d'automatiser tout ce que j'ai, quoi. Ok, bon, bah, ça, je ne me fais pas de soucis. Je pense que tu auras tout ce qu'il faut derrière, surtout parce que, alors moi, pour avoir des produits qui sont en evergreen, donc avec mon bar à modèle, d'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus puisque tu faisais mes emails pendant 8 mois. Et en fait, je trouve que dans l'evergreen, le challenge par rapport au lancement, c'est qu'il faut être vraiment méthodique et continuer sur la durée à promouvoir ces offres. Et toi, tu le fais bien aussi aujourd'hui avec la boîte à neurones, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, je pense que si tu pouvais en fait, dupliquer tout ce que tu fais au quotidien, ça pourrait te donner, on va dire, de l'énergie plus diffuse sur une année que les lancements où je trouve que c'est de l'énergie concentrée sur un instant T pour avoir des résultats plus rapides, mais du coup, il faut y aller un peu plus. Ouais, carrément. Et justement, parce que dans une stratégie de lancement, il y a toute cette question d'emailing, même pour tout entrepreneur en evergreen ou en lancement, on doit se poser la question de comment faire en sorte d'utiliser sa liste mail aussi pour atteindre ses objectifs financiers. Et du coup, toi, dans ton domaine d'activité qui est le copywriting, c'est quoi les 3 points essentiels qu'il faut surtout pas louper, en fait, ou qu'il faut travailler dès le début, en fait, finalement, pour toi? Par rapport à ces emails de vente ou de vente ou même tout simplement la stratégie d'emailing tout court? Ouais, stratégie d'emailing. Mes 3 conseils, déjà, ça serait de ne pas chercher à avoir une grosse liste parce que souvent, on va mettre en place des stratégies pour attirer beaucoup de gens d'un coup, mais qui seront des gens qui ne seront pas forcément qualifiés. Pour ça, il y a le freebie, l'éternel freebie que tout le monde connaît et dont 95% des freebies finissent dans le dossier téléchargement sans être ouverts. Donc ça, oui, ça permet de rapporter du monde rapidement, mais pas forcément des prospects qualifiés. Donc, vraiment se concentrer, se dire, je veux pas une grosse liste, je veux une liste avec des gens qui sont qualifiés, des prospects qui veulent recevoir mes emails et qui pourront éventuellement acheter mes offres. Ensuite, point essentiel, c'est pour le deuxième conseil, c'est la régularité. Vraiment, une stratégie emailing, c'est le secret, c'est la régularité. Même quand on a 3 abonnés, moi je dis toujours au début, j'avais 6 personnes dans ma liste. Donc je dis à chaque fois, tu sais, il y avait mon adresse email, tu sais, pour vérifier que les newsletters partaient bien. Il y avait mon ex, il y avait ma mère. Et j'ai envoyé mes emails le lundi et le vendredi. Donc vraiment d'être régulier. Et c'est là où vraiment beaucoup d'entrepreneurs pêchent, c'est qu'ils se lancent dans une stratégie d'emailing, mais ils envoient au début un email toutes les semaines et puis ça finit en un email tous les 2 mois, puis un email tous les 6 mois. Donc vraiment d'être régulier. Et ensuite, un 3e conseil pour lancer sa stratégie d'emailing, c'est d'essayer de faire en sorte que sa newsletter ait un concept, sorte du lot par rapport à ce que fait la concurrence, que ça soit vraiment un rendez-vous immanquable. Il faut vraiment créer cet effet, tu vois, de « Ah ouais, j'attends les emails de Sarah toutes les semaines, mercredi à 7h, je les attends, je sais que je les aurai dans ma boîte mail. » Donc vraiment de faire en sorte que chacun des emails que l'on envoie soit comme un rendez-vous vraiment avec son lecteur. Voilà mes petits conseils qui sont... Tu vois, c'est pas des stratégies de ouf, il n'y a pas de méthode secrète. Hein.
Vraiment, c'est des conseils simples. Si tu les appliques, que tu restes persévérant, ça va marcher, forcément. Non, mais merci parce qu'en fait, tu parles de manière authentique. Et c'est vrai que même si en fait, il y a très peu de personnes qui osent dire que le meilleur, on va dire, la meilleure qualité de l'entrepreneur, c'est aussi la persévérance. En fait, on va dire, oui, il faut faire ci, il faut se montrer sous son meilleur jour pour attirer plus de clients. Il faut être authentique, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que les gens, surtout quand on est coach, il ne faut pas que les gens voient un peu trop à quel point on est vulnérable. Mais d'un côté, en fait, si vous n'êtes pas authentique, si vous n'avez pas un positionnement, bah, vous vous noyez dans la masse, en fait. Surtout des emails où tu vas me donner un conseil pour travailler mon client idéal. S'il te plaît, je peux en trouver 500 000 sur Internet. Hein. C'est tellement ça. Et du coup, bah, je pense que ça fait partie, tu vois, tous les conseils que tu nous as donnés, si on ne les applique pas, bah, on peut quand même démarrer sa stratégie d'emailing, mais ce sera peut-être un peu plus difficile de faire grandir sa communauté et d'avoir des résultats grâce à ça. Et donc, pour éviter aussi de tomber dans les spams ou être détesté par les personnes qui sont abonnées par nous parce qu'on leur envoie trop de messages, c'est quoi pour toi les conseils pour éviter de faire des erreurs finalement qui vont plomber notre stratégie d'emailing? Les erreurs qui peuvent plomber, bah, c'est... je dirais de vendre tout le temps. Il n'y a pas de mal à vendre, mais les emails, ce n'est pas des prospectus. Tu sais, qui aime recevoir des prospectus de vente dans ta boîte aux lettres là? Au bout d'un moment, tu en as marre. Et ben c'est pareil. Donc, il faut, même quand on vend, tu vois, par email, toujours d'apporter quelque chose dans son email de vente, une histoire, un conseil. Même si la personne, elle n'a pas prévu d'acheter ton produit, bah, qu'elle ait passé quand même un moment agréable à lire ton email. Donc voilà, de trop vendre, ça c'est un peu l'erreur à ne pas faire. La deuxième erreur qui peut plomber ta stratégie d'emailing, je dirais que bah, c'est vraiment de se contenter de faire comme les autres, tu vois, de donner des vieux conseils pourris, là, dont on peut trouver la même chose sur Google, comme tu le disais, de vraiment, tu vois, envoyer des trucs fades, des trucs bateaux, dont les gens s'en foutent complètement. Ouais, voilà, vraiment, tu vois, se contenter de faire comme les autres font, d'envoyer les mêmes emails, les mêmes types d'emails avec les mêmes sujets, et se contenter, tu sais, je dis souvent, les gens ne veulent pas recevoir une newsletter, les gens veulent recevoir un email. Donc, la différence est subtile. Personne ne veut recevoir de newsletter. On a un peu ce truc de newsletter, c'est chiant. Non, nous, ce qu'on veut, c'est recevoir un email. Donc, vraiment, de faire en sorte que la personne qui reçoit ton email, elle ait l'impression que c'est seulement à toi qu'elle l'a envoyé. Elle le sait que c'est une liste qu'elle ne l'a pas envoyée à toi, mais qu'elle ait l'impression, tu vois, de te lire directement de toi à elle. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que toi, en tout cas, tu le manies à la perfection et c'est pour ça que tu es une bonne mentor aussi en copywriting parce que si vous vous abonnez à sa newsletter, vous pourrez comprendre de quoi elle parle. Mais du coup, pour tout ça, tu vois, l'activité en ligne, de développer sa communauté, avoir plus de mails et tout, toi-même, tu le sais, ça impacte aussi la protection juridique parce que collecter des données, on entend tous parler du RGPD, on sait tous que voilà, faut se mettre en conformité, que bah, les données, même si on entend très souvent, genre ta liste mail, elle t'appartient, il y a une subtilité, c'est qu'elle t'appartient, oui, sur le papier, mais il y a aussi des responsabilités vis-à-vis de ça, et puis il y a aussi les personnes qui te confient leur adresse mail, qui ont le droit de décider de se désinscrire de ta newsletter, etc. Et du coup, toi, en tant que professionnel de l'emailing, est-ce que tu as eu du mal, toi aussi, à te mettre en conformité pour justement bien envoyer les emails et t'assurer de tout protéger avec une politique de confidentialité, etc. Est-ce que pour toi, ça faisait partie de la to-do list quand tu t'es lancée, tu t'es dit, il faut que j'y pense, ou c'est venu après coup? Non, quand je me suis lancée, je t'avoue, je n'ai pas du tout pensé à ça. Je me suis même pas, l'idée m'est même pas passée par la tête, tu vois. Je savais qu'il fallait que les gens puissent se désabonner facilement, qu'il y a un lien en bas de l'email. Ah si, je savais aussi pour la petite case, tu sais, la petite case à cocher là, je savais qu'il fallait bien que la personne elle coche la case et lui prévenir de quand elle va recevoir les emails, mais j'avais pas de politique de confidentialité. C'est, je pense,
6-7 mois après que je me sois lancée, que du coup, je suis venue te voir et qu'on a pu mettre en place ma politique de confidentialité à ce niveau-là. Mais c'est vrai, tu sais, au début, quand tu lances, tu es là en mode, bon, je vais pas prendre ça tout de suite. Alors que, en vrai, autant le prendre tout de suite, tu vois. Franchement, il vaut mieux mettre en place sa politique de confidentialité maintenant, que ça soit fait, que tu sois réglo et que tu prennes plus la tête avec ça après, quoi. Mais oui, et puis de toute façon, quand on se rend compte, parce que si on se retrouve dans une situation où on envoie des emails et on se rend compte qu'on n'a pas la politique de confidentialité, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas la CNIL qui va venir demain frapper à ta porte ou tous tes prospects vont venir et te dire c'est pas bien, t'as pas respecté le RGPD ou autre. C'est régularisable entre guillemets parce que une fois que tu l'as, si tu la communiques ou si les personnes peuvent la trouver via ton site ou via les formulaires, c'est OK. Donc pensez juste à ce petit tips-là. Quand vous envoyez des emails, vous avez aussi le devoir d'avoir une politique de confidentialité, mais c'est pas très compliqué, ça explique juste aux personnes ce que tu fais des données. Et en plus, Florine, elle l'a pimpé, elle a vraiment bien personnalisé sa politique pour aller regarder sur son site. C'est agréable à lire, donc on peut s'amuser aussi. Ah ouais, non, mais moi, ça m'a vraiment donné... en fait, on peut prendre des documents qui sont chiants à la base et en fait les pimper et les rendre trop bien. Ça, c'est vraiment... je me suis éclatée à le faire en plus, je me rappelle très bien. Mais oui, c'était trop cool. C'est toujours agréable à lire, donc vraiment aller regarder sur son site. Et est-ce que tu as déjà eu malheureusement une mauvaise expérience avec le droit, c'est-à-dire peut-être ça peut être un prospect qui n'est pas content ou un client qui ne te respecte pas, qui ne te paye pas à l'heure ou peu importe. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter et est-ce que tu sais quelle aurait été la solution si tu pouvais remonter le temps? Je me rappelle très bien de ma première mission. Du coup, forcément, quand j'étais copywriter, du coup, j'avais pas de contrat à cette époque. Tu sais, quand tu te lances, t'as pas de contrat. Du coup, on avait une mission, on avait défini une mission d'écriture de 2 pages de vente. Et j'écris la page de vente et j'envoie à cette cliente et elle me dit ah bon finalement en fait je change l'offre, je veux plus faire ce programme, il faut recommencer la page de vente. Horrible. Là, vu que tu n'avais même pas de contrat, donc tu avais encore moins une clause où c'est marqué, une fois que tu m'as donné le nom de ton offre, tu m'as parlé de ton offre, qu'on fait la page de vente, tu ne peux pas modifier ton offre une fois que je te livre la page de vente, tu vois. Donc, première expérience, voilà, et ça m'a calmée. Du coup, après, je me suis dit vraiment, il faut que j'ai un contrat, faut que de toute façon, c'est comme ça, tu sais, que tu apprends déjà la première étape à te dire, il me faut un contrat. Deuxième étape, après, c'est parce que tu sais, la première étape, quand tu te dis, bon, il faut que j'ai un contrat, tu vas sur Google, tu tapes contrat freelance, tu te retrouves avec des trucs que tu comprends pas, mais tu te dis, bon, vas-y, ça va suffire. Et puis après, tu te fais avoir d'autres fois, et là, tu te dis, OK, bon, j'ai besoin d'aller prendre un vrai contrat avec des vraies clauses et de se protéger. Donc, voilà, première expérience plutôt, voilà, pas ouf, mais ça m'a permis de me dire, OK, faut que je me mette en conformité. Et puis après, franchement, une fois que j'avais mes contrats et tout, je me sentais trop belle gosse et tout, tu sais, au début d'une collaboration, je suis en mode, vas-y, signe mon contrat, signe mes CGV. Vraiment, je me sentais comme une pro, tu sais. Oui, mais de toute façon, ça se sent aussi dans la posture. Après, comme on se sent plus à l'aise aussi de se dire, OK, c'est mes conditions. Et moi, je me souviens, le premier contrat qu'on a signé ensemble, c'était juste après que tu aies pris un modèle, les deux modèles avec moi. Et je me souviens, moi, la clause, parce que moi, je lis bien sur les contrats, d'autant plus quand j'ai fait le modèle. Et en fait, je sais que par rapport à cette expérience-là, tu t'es tout de suite nourri de ça parce que tu avais mis une clause justement sur les modifications. Tu avais bien indiqué qu'on ne pouvait pas modifier plusieurs fois en fait la page de vente et le programme parce que sinon, toi, dans la rédaction, tu ne pourrais pas avancer. Donc, il y avait des étapes et que au-delà d'un certain… la remise, je pense, je ne sais pas s'il y a un document où tu nous demandais de le remplir. Ouais, une fois que c'était remis, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et je trouvais ça clair au moins. Tu vois, le client, il le sait et du coup, il est responsabilisé. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment important. Et puis, tu te sens en fait, comme tu dis, tu vois, plus en sécurité quand tu as ton contrat, tu sais que tu as ta petite clause et que si ton client, il décide de te faire chier, et tu vas lui dire, vas-y, va voir ma clause dans l'article numéro 14 et tu vas voir.
Ouais, donc voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on se sent un peu plus professionnel, parce qu'au fond, on a anticipé les situations qui peuvent nous casser les pieds. Et toi, tu l'as bien vu. Ouais, grave. Et du coup, pour terminer sur ton expérience juridique, je sais que toi, quand tu t'es lancé, justement, au début, tu étais freelance et tu as commencé en entreprise individuelle, je crois, au régime micro. C'est ça. Et ensuite, tu es passé en société. Ah, bon, moi, je le sais parce qu'on était ensemble lors de cette aventure, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu, avec du recul, est-ce que tu aurais commencé quand même au régime micro ou est-ce que tu serais passé en société avant? Non, j'aurais commencé vraiment en régime micro-entreprise avant. Parce que franchement, c'est tellement simple. Mais je pense qu'à un moment, ça te limite un peu, tu vois. Mais je trouve que pour commencer, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec la compta. Tu en as un petit peu à faire, mais pas tant que ça. Non, je suis bien contente de ce régime de micro-entreprise. Et puis après, quand je suis passée en société, bon, là, forcément, il y a une autre posture, tu vois. Je pense que moi, vu que tu l'as vécu avec moi, genre, je me suis dit, OK, putain, là, je passe en société, c'est pas la même. C'est pas la micro-entreprise, là, c'est la société. Donc, va falloir prendre ses responsabilités et être avoir plus de vision sur le long terme. Donc, je pense que la micro-entreprise, c'est bien, mais pas forcément pour y rester éternellement. Parce que je trouve que plus que la société, oui, il y a des avantages, etc. Mais je trouve que tu passes en société, du coup, tu prends une autre posture, tu vois. Tu agis peut-être plus en chef d'entreprise, en chef de société, que si tu étais resté en micro-entreprise. Bah oui, et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir la transition aussi. Avant, tu proposais beaucoup de prestations de services. Et lors de ton passage en société, tu as plutôt proposé des formations, des programmes aussi de groupe parce que ton entreprise a grandi. Et puis aussi, ton premier produit digital qui existe, en fait. Et au moins, on peut, si on veut travailler avec Florine, aujourd'hui, je veux travailler avec toi, je peux le faire à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de la semaine. Et ça, c'est cool parce que tu as tellement de savoir et de connaissances que je trouve que c'était la bonne opportunité de se dire, OK, je permets à d'autres personnes d'y accéder sans pour autant travailler avec moi en prestation. Exactement, exactement. Ok, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, pour parler de soit ton activité, soit où est-ce qu'on peut te trouver? Du coup, on peut me trouver sur Instagram. Voilà, c'est là où je suis le plus active. Ensuite, dans mes emails, dans ma newsletter, il y a le lien sur mon Instagram. Voilà les deux endroits où les choses se passent. Et un dernier mot, ça serait forcément lié au juridique, mais mettez-vous en conformité. C'est vraiment, moi, je pense que tu vois, c'est un investissement, il n'est pas assez mis en avant, tu vois. Genre, les gens, ils sont là, ils investissent dans leur identité visuelle, dans leur site, etc. Mais en fait, quand tu investis, pour moi, je trouve que tu vois, quand tu commences à investir dans le juridique, te dire, OK, il faut que je sois conforme. Là, tu vois, tu prends aussi une autre posture. C'est plus tu es en train de faire ta petite popote là dans ton côté. Non, tu décides à te dire, OK, je vais arrêter de copier les CGV de chez mes concurrents parce qu'on vous voit. Et voilà, je vais m'en acheter, je vais me mettre en mode sérieux. Voilà, je suis entrepreneur maintenant, donc je me protège. Et de faire cet investissement, tu vois, pour moi, tu passes à un autre cap, tu vois. Là, tu es au cap, petite popote dans ton coin, tu te lances. Puis après, tu passes au cap, OK, c'est plus une petite popote, c'est mon entreprise, je fais bien mes contrats, bien ma politique de confidentialité, bien mes CGV. Voilà. Comme tu dis, ça ne sert à rien de dire, bon, il y a la CNIL qui va débarquer et tout. Non, la CNIL, elle ne va pas débarquer si tu n'as pas tes CGV. Mais ça reste mieux pour tes clients, ça reste mieux pour te protéger. Et comme ça, pour la sérénité. Tu vois, c'est vraiment en fait ça, pour moi, en un mot, la sérénité. Voilà. Tu as raison. Merci beaucoup pour toutes tes réponses aux questions et tous les exemples aussi parce que c'est assez illustré. Et moi, je suis hyper contente de te compter déjà comme invitée du podcast, mais plus grandement comme amie. Et je vous recommande à tous de passer par sa boîte à neurones, par son accompagnement, par son cerveau de copywriter sur un plateau et tous
le nom de ces formations et de ces programmes qui sont juste top. Et Florine, j'espère que tu iras encore plus loin dans ton chemin dans l'entrepreneuriat et que peut-être qu'on fera un épisode dans 10 ans et tu me diras, écoute, là, je viens de vendre mon entreprise à 1 milliard d'euros. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, à combien d'abonnés on aura sur Instagram? Oula, est-ce que Instagram sera toujours là dans 10 ans déjà? Oui, ça aussi, c'est une bonne question. J'espère que, je sais pas, ça se trouve, on aura pu se positionner comme experte dans notre domaine et qu'on aura, je sais pas, 1 million d'abonnés peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Allez, on vous invite à nous aider à réaliser tout ça. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.